Lorsque Vladimir Poutine a ordonné l'invasion de l'Ukraine début 2022, il pensait étendre sa sphère de pouvoir et d'influence. Certains disent qu'il espérait reconstruire l'Union soviétique petit à petit, en commençant par l'Ukraine, avant de passer à d'autres territoires, devenant une sorte de leader suprême, non seulement pour la Russie, mais aussi pour d'autres nations. Aujourd'hui, près de 4 ans plus tard, c'est le contraire qui se produit. Vladimir Poutine a échoué à conquérir l'Ukraine et commence à perdre le contrôle de plusieurs régions russes. L'histoire se répète, et tout comme l'Union soviétique s'est effondrée autrefois, la Russie commence à subir un sort similaire, avec de véritables signes de séparatisme dans l'air. Personne n'aurait pu prévoir cela il y a quelques années, au début de la guerre. À l'époque, la Russie paraissait forte et unie, le pouvoir de Poutine incontesté. La population russe, elle aussi, soutenait largement la soi-disant opération militaire spéciale à ses débuts. Beaucoup étaient influencés, voire endoctrinés, par la propagande du Kremlin diffusée à la télévision et dans les journaux. Bien qu'il y ait eu, certes, une certaine dissidence, avec de nombreuses personnes qui sont descendues dans la rue pour protester contre l'invasion, une grande partie de la population s'est simplement contentée d'acquiescer et rester indifférente aux événements, ou a même activement proposé de partir combattre elle-même en première ligne. Cependant, avec le temps, l'ambiance a vraiment changé. Et un récent sondage russe réalisé par le centre Levada a révélé à quel point les gens en ont assez de la guerre. Environ 66% des personnes interrogées préfèrent aujourd'hui des négociations de paix à la poursuite des combats. Dans certains groupes, 74% des femmes et 80% des moins de 24 ans sont concernés, espérant un cessez-le-feu ou un accord de paix rapidement. Et seulement 27% des Russes déclarent que les combats devraient continuer. Le sondage a également révélé ce que nous savons déjà. Cette guerre est enfin arrivée en Russie, depuis longtemps. De nombreux Russes pouvaient en effet ignorer ce qui se passait en Ukraine. Tout cela se déroulait à des centaines ou milliers de kilomètres d'eux. Ils ne voyaient, ni ne ressentaient, les effets à un niveau personnel dans les premiers temps. Donc ils n'avaient pas forcément besoin de réfléchir à ce qui se passait ou de se forger une opinion tranchée à ce sujet d'une manière ou d'une autre. Dans un pays où la vie est déjà difficile, avec un coût de la vie élevé à bien des égards, et une faible qualité de vie, beaucoup de gens avaient déjà assez de leurs propres problèmes à gérer. Avec le temps, l'Ukraine a permis au peuple russe de voir la réalité de cette guerre. Les forces de Kiev ont non seulement lancé des incursions au-delà de la frontière russe, comme l'offensive de Koursk en 2024, mais aussi mené de nombreuses attaques à longue portée contre des aérodromes, raffineries, postes de commandement, dépôts de munitions et autres cibles stratégiques à travers la Russie. De nombreuses attaques sont observées et filmées par des Russes ordinaires, qui entendent souvent le bourdonnement des drones ukrainiens détruisant oléoducs, réservoirs de pétrole ou équipements militaires russes. Le peuple russe ressent également les effets de la guerre de nombreuses autres façons. Beaucoup ont vu une ou plusieurs personnes de leur entourage être blessées dans le conflit, par exemple, ou même périr sur les lignes de front en Ukraine. Certaines estimations récentes indiquent que la Russie aurait perdu jusqu'à 14 millions de personnes depuis le début de l'invasion à grande échelle. D'autres ont des amis ou des membres de leur famille qui sont encore en vie, mais qui ne sont pas encore rentrés chez eux. Et ils sont forcés de rester assis à se demander, au fil des jours, s'ils reverront un jour leurs amis, leurs pères, maris, frères, fils et autres proches, ou s'ils seront eux aussi simplement ajoutés au nombre colossal de pertes du Kremlin. Des millions de Russes ressentent également les effets financiers de la guerre. Le poids des sanctions imposées par de nombreux pays occidentaux a progressivement affaibli l'économie du Kremlin. La valeur du rouble a baissé, tandis que les prix des biens essentiels, de la nourriture au carburant, ont augmenté. De nombreuses régions russes subissent une grave crise du carburant, principalement due aux attaques ukrainiennes, ciblant les infrastructures pétrolières. Par conséquent, des centaines de stations-service ont dû fermer. D'autres ont dû limiter strictement la quantité de carburant acheté par client, même pour ceux n'ayant pas perdu quelqu'un ou été directement touchés par la guerre. Cela rend quand même leur vie plus difficile, même indirectement, avec l'argent qu'ils gagnent et économisent, qui vaut bien moins qu'avant. De nombreuses libertés individuelles, comme voyager ou s'exprimer, sont limitées par le Kremlin. Le sondage révèle que 58% des sondés estiment que l'opération militaire spéciale a eu un impact sur leur vie ou celle de leur famille, et 22% se disent fortement touchés. Dans certaines régions de Russie, ces personnes en colère et frustrées ne restent pas passives face à leur situation.
Elles commencent activement à passer à l'action, lançant des appels à une forme de rébellion ou à un mouvement pour se séparer du reste de la Russie, pour rompre définitivement les liens avec le Kremlin. Cela se produit notamment en République de Sakha, appelée aussi Yakoutie. La République de Sakha, plus vaste sujet fédéral de Russie, est aussi la plus grande subdivision administrative au monde, couvrant plus de 3 millions de kilomètres carrés. Elle s'étend sur une vaste partie du district fédéral de l'extrême-orient russe et abrite la ville de Yakoutsk, qui détient le record du monde de la ville majeure la plus froide de la planète. Habitée par des peuples autochtones et migrateurs, la région fut colonisée par la Russie au XVIIe siècle. Un ressentiment latent existe dans cette région de Russie, beaucoup étant en colère face au traitement de leurs terres par les autorités de Moscou. Manifestement conscient de ce fait, Poutine a déployé de grands efforts pour exercer un contrôle total sur la région et étouffer la moindre possibilité de soulèvement. Il a utilisé diverses réformes juridiques et imposé des restrictions pour limiter l'autonomie de la République. Et en 2016, il a même mis en place un programme d'État appelé Hectare d'Extrême-Orient, offrant aux citoyens russes leur propre parcelle de terrain s'ils acceptaient de migrer vers la région de l'Extrême-Orient. Il n'est pas étonnant que Poutine tienne à contrôler la République de Sakha, riche en précieuses ressources naturelles. Elle possède l'une des plus vastes mines de diamants à ciel ouvert, la mine Mir, où des diamants furent trouvés en 1955. Le plus grand diamant jamais extrait en Russie a aussi été découvert là-bas cette année, atteignant 468 carats. La Sakha, riche en or et gaz, rapporte des milliards de dollars annuels à l'économie russe. Bien que de nombreux habitants soient parmi les plus pauvres du pays et vivent dans des conditions précaires et des logements rudimentaires, des milliers d'habitants de cette région de Russie ont combattu et sont morts dans la guerre contre l'Ukraine, bien plus que dans les régions plus riches. Les estimations indiquent qu'environ 40 fois plus de Yakoutes ont été tués et blessés en Ukraine que les soldats du district de Moscou. Cela montre bien le déséquilibre dramatique dans la composition de l'armée de Poutine, avec tant de personnes de régions pauvres et négligées forcées de se battre, alors que ceux des territoires les plus riches ont le luxe de rester chez eux et de continuer à profiter de leurs gros salaires et de leur mode de vie confortable. Après des générations de négligence et d'adversité, la région de Sakha en Russie est devenue une poudrière. Il ne manque qu'une étincelle pour tout embraser. Il semble désormais que la guerre en Ukraine soit l'étincelle prête à faire exploser toute la région. Avec un député local, Alexandre Ivanov, qui a récemment pris l'initiative audacieuse de discuter ouvertement de la nécessité pour la région de se séparer du reste de la Russie. En septembre, Ivanov a appelé à l'unité des peuples autochtones victimes de la colonisation russe. Il a directement appelé les Tatars, Sakha, Koumyks, Avars, Maris et d'autres à s'unir contre le Kremlin, déclarant courageusement « Nous avons un ennemi commun, les colonisateurs de Moscou, et nous ne sommes pas ennemis les uns des autres. Il ne faut pas de conflit entre républiques et peuples autochtones. C'est ce que Moscou souhaite. C'est le fondement de sa puissance coloniale. » Le député a appelé à l'unité entre les peuples et cultures des régions orientales de Russie. Il les a incités à surmonter leurs divisions passées liées à la religion, l'origine ou la géographie, et à s'unir face à leur ennemi commun. Ivanov a également cité les récentes manifestations de masse dans la République de l'Altaï en Russie, où des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour faire entendre leur voix. Dans cette région, Poutine et ses acolytes ont voulu imposer leur contrôle, en lançant des réformes et amendements constitutionnels, supprimant l'autonomie locale dans toute la République. Retirer le pouvoir des mains des peuples autochtones qui y vivent depuis des siècles, pour le transférer à des autorités de plus haut niveau fidèles à la cause du Kremlin. Les craintes grandissent également que le Kremlin ait un objectif à plus long terme, de fusionner la République de l'Altaï avec la région voisine du Kraï de l'Altaï, ce qui priverait encore davantage le peuple altaï de son contrôle et de son autonomie. Plusieurs manifestations de masse ont eu lieu en 2025 dans cette petite région peu peuplée, menées par Aruna Arna, 39 ans journaliste, militant des droits de l'homme et chef du conseil des résidents de l'Organisation de la République de l'Altaï. Sans surprise, le Kremlin a sévi contre Aruna Arna, les forces russes l'ayant arrêté le 24 septembre sous des accusations fabriquées d'incitation au terrorisme. Même avec Aruna Arna en prison, son mouvement continuera sans doute. Le Kremlin ne peut pas simplement effacer la colère, la peur et la frustration d'une population entière d'un coup de baguette magique. De retour en République de Sakha, Alexandre Ivanov a appelé les habitants locaux et ceux des autres régions voisines à s'inspirer des événements survenus en Altaï et à défier l'autorité de Moscou. Enfin, certains
ont déjà répondu à l'appel. De nombreux combattants de la région, ayant en fait décidé de se battre contre la Russie dans la guerre avec l'Ukraine. De nombreux Yakoutes ont rejoint le bataillon sibérien ukrainien pour repousser les forces russes. Ils inspirent de nombreux compatriotes restés au pays et rêvent d'un avenir où leur terre pourra à nouveau être libre. Ce n'est pas seulement en République de Sakha que surgissent d'ailleurs des vagues de résistance et de rébellion. En fait, dans la région d'Ingouchie, la situation devient beaucoup plus explosive, c'est le moins qu'on puisse dire. Située dans la région instable du Caucase du Nord, à la frontière de la Géorgie, la République d'Ingouchie est la plus petite de toutes les entités fédérales russes hors ville et abrite le peuple autochtone ingouche. Sa population dépasse légèrement un demi-million d'habitants. C'est l'une des régions les plus pauvres et instables de Russie, avec une histoire marquée par la violence, la corruption et la criminalité. Ces derniers temps, cette petite république à majorité musulmane est également devenue une mini-zone de guerre, avec des affrontements continus éclatants entre l'armée de libération d'Angleterre, fondée en 2023, et les autorités russes. Presque chaque mois, une sorte d'attaque a lieu. En juin, des militants anglais ont attaqué un poste frontière russe en Ossétie du Nord avec des drones, tuant 2 agents du service fédéral de sécurité. En août, des attaques incendiaires coordonnées ont visé des dépôts militaires au Daghestan. L'armée de libération anglaise a récemment diffusé des vidéos de ses troupes armées, organisées, en patrouille et prêtes à recevoir de nouveaux ordres. Ils font partie d'une tendance plus large qui se répand rapidement dans la région du Caucase. Une autre formation séparatiste, appelée Mouvement de libération du Caucase, s'est aussi créée là-bas. Il est composé de Tchétchènes, de Daguestanais et d'Anglais, tous combattant côte à côte sous la même bannière contre le même ennemi, les colonisateurs russes. L'Ukraine a intelligemment prêté main forte à ce mouvement. La principale direction du renseignement de Kiev, le direction principale du renseignement ukrainien, fournissant toutes les informations tactiques importantes pour aider les combattants de la résistance anticoloniale dans leur mission. Grâce à cela, le mouvement a récemment pu mener une attaque précise et explosive contre un lieutenant-colonel russe d'une unité locale de lutte contre le sabotage, tuant l'officier, son chauffeur et son aide de camp. Ce type d'attaque envoie un message clair que le Kremlin doit entendre. Partout en Russie, les gens en ont assez d'être traités comme du bétail. D'innombrables fils, frères et maris arrachés dans les rues sont envoyés mourir en Ukraine. Ils en ont assez de voir leurs terres exploitées pour enrichir l'élite de Moscou et ne le toléreront plus. Si le Kremlin refuse d'écouter ou d'aider, Kiev interviendra volontiers. C'est exactement ce que fait le direction principale du renseignement ukrainien, avec son chef, Kirilo Boudanov, qui mène la charge pour inspirer. Les séparatistes alimentent les rébellions et encouragent les minorités ethniques et les peuples autochtones, partout en Russie, à s'opposer au Kremlin et à se faire entendre. De nombreux analystes appellent désormais cette stratégie le plan de Boudanov, et elle est très simple mais remarquablement efficace. Dans des régions comme Sakha, Altaï et Gouchécha, et au-delà, tout ce que font essentiellement les agents de Boudanov, c'est dire la vérité. Ils disent aux gens ce qui se passe réellement dans cette guerre. Ils mettent en avant les faits et les statistiques qui montrent comment le Kremlin a ciblé les minorités et les régions les plus pauvres dans son recrutement, envoyant des milliers de Yakoutes, Daguestanais, Anglais et autres peuples autochtones mourir en Ukraine. Les utilisant comme de la chair à canon jetable dans une guerre inutile qui ne semble pas avoir de fin. Ils expliquent que, bien que ces régions regroupent à moins de 10% de la population russe, elles fournissent environ 40% des soldats sous contrat. Et lorsque les communautés entendent ces statistiques et comprennent que, une fois de plus, ce sont elles qui sont exploitées et maltraitées, pendant que les responsables du Kremlin et les élites de Moscou mènent la belle vie. Cela leur rappelle les nombreux exemples passés où leurs terres et leurs peuples ont été jugés moins dignes, importants ou humains. Cela, à son tour, inévitablement, suscite beaucoup de colère. Une colère qui grandit de génération en génération, qui monte et qui est prête à éclater. Les agents du renseignement ukrainien prennent également activement contact avec les personnes qui sont prêtes et disposées à provoquer le changement. Les réseaux clandestins d'insurgés et d'activistes exilés. Ils leur fournissent des renseignements, de la formation et un soutien logistique, les aidant à construire les bases dont ils ont besoin pour réellement lancer une forme de riposte contre leurs oppresseurs du Kremlin. Pour l'Ukraine, c'est gagnant-gagnant. Plus l'agitation gagne la Russie, plus le Kremlin s'affaiblit. À mesure que la société russe se divise, le ressentiment grandit et l'image de Vladimir Poutine comme leader tout-puissant commence lentement à s'effriter. De plus,
Si la Russie doit consacrer de l'argent, des ressources et peut-être même des soldats à combattre des soulèvements dans ses propres régions, elle aura moins de ressources à consacrer à la lutte contre l'Ukraine. Ce ne sont pas seulement les peuples autochtones et les minorités ethniques qui en ont assez de la guerre et du Kremlin. Comme le prouve le sondage mentionné précédemment, la majorité des Russes, quel que soit leur âge, leurs origines ou leur parcours, souhaitent ardemment voir ce conflit prendre fin. Très peu de personnes soutiennent la perspective de la poursuite des actions militaires en Ukraine, et beaucoup souhaitent simplement retrouver un état de paix. C'est ce que Poutine craignait. Il a tout fait pour maintenir le soutien populaire pendant la guerre en Ukraine. C'est pourquoi il insiste pour l'appeler opération militaire spéciale, car cela n'a pas exactement les mêmes connotations que guerre. Il a également utilisé toutes les astuces habituelles de son répertoire, diffuser des mensonges et de la propagande, cacher la vérité et manipuler le récit pour fausser l'image de la guerre et son importance. Il est même allé jusqu'à restreindre ou bloquer l'accès à de nombreux médias en ligne et à des sites populaires comme YouTube. Empêcher au maximum les Russes ordinaires d'accéder à la vérité sur la situation en Ukraine. Mais tous les efforts de Poutine sont en train de s'effondrer, et ce, de façon irréversible. Qu'il s'agisse des peuples autochtones de l'Altaï en deuil de leurs proches perdus en Ukraine, ou des citoyens de grandes villes comme Nijni Novgorod, contraints de dépenser une grande part de leur salaire pour remplir leurs voitures. De nombreux Russes ressentent les effets de la guerre comme jamais, et deviennent de plus en plus en colère. Il était donc possible que les murmures de rébellion et les débuts de séparatisme mènent bientôt à une fragmentation majeure de la Fédération de Russie. Découvrez comment la situation empire chaque jour pour Vladimir Poutine dans cette vidéo. Même les propagandistes du président se retournent contre lui. Un animateur russe ayant récemment admis que l'Ukraine ne tombera jamais. Regardez cette vidéo qui dévoile les statistiques choquantes sur l'offensive estivale ratée de la Russie et ses conséquences pour la guerre. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne de confiance afin de rester informé et au courant de tout ce qui se passe en Ukraine, en Russie et dans d'autres pays à travers le monde. Et merci de nous avoir regardés.